le champ des maladies neuroévolutives, que ce soit sur l'actualité de la recherche, mais aussi sur les associations pour la séquence qui va venir et les questionnements en général sont largement entendus. C'est vrai qu'on se focalise. Alors, historiquement, l'espace national de réflexion éthique était sur les maladies d'Alzheimer. Forcément, avec les politiques publiques, le champ s'est élargi. Donc, on a vraiment à cœur d'embrasser au maximum toutes ces pathologies-là. Et je fais une très bonne transition pour inviter nos prochains orateurs de la session des associations. Donc, Geneviève Demours, si tu plais, la tribune est à toi. Jean-Louis Duflou, qui doit être tout au fond de la salle dans mon souvenir. Et pour l'association Accord de Lévis, bien évidemment, Philippe Delinares, je vous en prie. Vous pouvez vous installer sur la petite tribune. La séquence va un petit peu changer parce que Jean-Louis Duflou nous a fait l'amitié de faire l'aller-retour aujourd'hui et il va avoir une contrainte horaire pour récupérer son train tout à l'heure. Donc on va d'abord vous faire intervenir, comme ça vous aurez le temps de vous échapper pour prendre la navette. On voulait vraiment qu'il y ait ce coup de projecteur-là sur les associations nationales mais aussi locales. Fabrice a beaucoup parlé d'engagement en début et en ouverture. Aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes à titre individuel des personnes engagées. On voulait aussi évoquer la question de l'engagement collectif que représentent notamment les associations. Donc, cher Jean-Louis Duflou, la parole est à vous. Vous pouvez venir au pupitre. Pour préparer la session, j'ai posé 3 questions à nos associations. 1, présentez votre association parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément. 2, un peu quelles sont vos spécificités par rapport aux autres pathologies et aux autres associations. Et 3, dans la thématique des dilemmes des proches et des personnes malades, quelle est un petit peu la parole que vous souhaitez porter au nom des familles et des personnes malades que vous représentez. Merci à tous, merci à Fabrice de son invitation. Je suis Jean-Louis Duflou, je suis le président de France Parkinson. Je viens pour la 3e fois à l'université d'été pour parler de la maladie de Parkinson. Je suis d'autant plus concerné cette année qu'effectivement le sujet c'est les malades et les aidants et que je suis malade puisque j'ai été diagnostiqué maintenant il y a 13 ans de la maladie de Parkinson. Je me suis reconnu un peu dans le portrait du professeur Azoulay, donc dans les 60 symptômes de la maladie de Parkinson. Je dois en avoir à peu près une trentaine. Voilà, donc pas nécessairement les plus visibles, mais donc je ne tremble pas normalement, mais là je vais peut-être trembler parce qu'il y a un petit peu d'émotivité. Mais je suis très heureux qu'en fait on puisse parler de ce sujet. Donc j'interviens finalement à un double titre en tant que président de l'association et en tant que malade. Alors, je présente l'association. Elle a été créée en 1984 donc c'est le 40e anniversaire de l'association cette année. Elle a été créée par le professeur Yves Agide, qui est un peu le pape du Parkinson, je crois, il y a 40 ans. Il avait fixé 3 missions initiales à l'association. La recherche, le soutien aux malades et aux aidants et la formation des personnels soignants. Depuis, il y a 2 missions qui se sont ajoutées, qui sont l'information du grand public et le plaidoyer auprès des pouvoirs publics. C'est la seule association nationale sur la maladie de Parkinson. On est reconnu d'utilité publique et agréé pour la représentation des usagers des systèmes de santé. C'est une association qui est très implantée au niveau local, puisqu'on couvre 83 départements. Il nous en manque encore quelques-uns. Et j'espère qu'on va pouvoir les ajouter d'ici la fin de ce mandat. Il y a 16 000 adhérents ou donateurs, merci beaucoup. Et on a 24 salariés. C'est la 2e maladie neuroévolutive. Il y a effectivement les données de Santé publique France, c'est 272 500 précisément malades de Parkinson. Bientôt, il y a 27 nouveaux cas par an. Et il y a, je crois, en fait, il faut que je corrige ce chiffre, puisque j'ai vu tout à l'heure, c'était 17 millions de malades dans le monde. Alors, sur les questions éthiques, en fait, on n'a pas de comité éthique, mais on a au conseil d'administration des personnalités en fait, qui nous renseignent à chaque fois qu'on voit des sujets éthiques. Il y a notamment Alain Cordier, qui était directeur général de l'AP-HP, qui a soutenu la création de l'espace éthique de l'assistance publique, qui est en fait qui est à la base, qui a été créé par Emmanuel Hirsch, et qui a notamment écrit récemment un livre qui s'appelle « Pour une fin de vie plus humaine ». Et puis il y a Didier Robillard, qui est président d'honneur de l'association, et puis il y a Yves Decor, qui est médecin. Et donc, quand on a des sujets éthiques, évidemment, on passe par ces 3 experts pour les trancher.
Les spécificités de la maladie de Parkinson. Alors, il y a une première chose à dire, c'est qu'effectivement, comme c'est une maladie qui commence souvent 15 ans ou 20 ans avant les premiers symptômes, c'est un mal qui avance caché. Et ça pose des problèmes, d'ailleurs, qu'on va voir d'éthique, à la fois pour les malades et à la fois pour éventuellement qui se posent souvent des questions de savoir quand il va falloir qu'ils révèlent leur maladie, soit à leur entourage professionnel, soit à leur entourage même familial. C'est une maladie qui est souvent longue, en fait. Donc, à la limite, c'est plutôt une bonne chose que ce soit une maladie longue, mais d'un autre côté, c'est une maladie qui est complexe, qui est difficile à vivre. Et donc, quand on dit maladie longue, ça veut dire que l'aidant, en fait, il est soumis à une pression de plus en plus forte, alors qu'il vieillit lui aussi aux côtés du malade. Et donc, il y a une évolution dans le couple aidant-malade qui est très importante et très différente de d'autres maladies, je crois, la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui a un arsenal thérapeutique très efficace, ça on peut le dire. Si on a notamment des prises régulières pour ce qui est des traitements dopaminergiques, donc j'insiste sur ce point parce que effectivement il y a parfois des problèmes dans les EHPAD ou dans les hôpitaux quand on n'est pas au courant de ce type. En fait, la dopamine c'est un peu l'insuline du parkinsonien et s'il ne le prend pas à des instants très précis, effectivement il va être très mal. Et puis il y a donc plus de 60 symptômes et puis c'est une maladie sur laquelle il y a des avancées, on l'a vu. On a parlé effectivement de la possibilité pour la première fois de ralentir ou de stopper la maladie, enfin au moins de la ralentir. Et donc à chaque fois qu'on a des avancées, on a quand même de l'espoir. Et donner l'espoir aux patients, c'est quand même une chose importante pour une association. Alors, j'ai regardé effectivement, comme le sujet c'est les dilemmes et les choix, j'ai regardé la définition du dilemme. Il y a deux définitions. Il y a une définition philosophique qui est en fait de partir de deux prémisses contradictoires et de résoudre un fait. Donc ça, c'est le dilemme philosophique. Et puis il y a le deuxième, en fait, qui est celui bien qui nous concerne, qui sont deux propositions contraires ou contradictoires, devant laquelle il faut choisir. Et donc le choix est difficile. Et j'ai choisi pour cela En fait, je me suis dit, je ne vais pas faire un exposé théorique sur les dilemmes, et je vais présenter quatre exemples de dilemmes qui peuvent se poser dans la maladie de Parkinson. Alors, effectivement, il y a le premier critère, c'est je vais parler du diagnostic en fait, au stade prodromal, c'est-à-dire au stade où en fait, la maladie n'est pas encore déclarée. Et donc, comme on parlait récemment de la possibilité en fait, d'avoir des biomarqueurs, soit dans la moelle épinière, soit au niveau plasmatique, la question est de se dire, voilà, j'ai la maladie de Parkinson, j'ai des antécédents familiaux, mon grand-père avait la maladie de Parkinson, j'ai 4 enfants. On vient de découvrir un biomarqueur plasmatique et prédictif à 95% de la maladie de Parkinson. Dois-je encourager mes enfants à passer ce test ? Alors, je ne sais pas, on pourrait faire un petit vote dans la salle, oui ou non, ou ne sais pas. Qui est pour le oui ? Qui est pour le non ? Qui je ne sais pas ? Merci. Voilà. Alors, moi, je vais évidemment pas répondre à cette question, mais je crois que, évidemment, il y a les éléments à prendre en compte pour répondre à un sujet comme celui-là. C'est d'abord, est-ce qu'il y a des bénéfices d'un diagnostic précoce ? C'est-à-dire, si on a des traitements neuroprotecteurs, évidemment, ça peut être intéressant de détecter la maladie le plus tôt possible, ou même l'hygiène de vie, puisqu'on sait aujourd'hui que l'activité physique est très importante pour les malades de Parkinson. On pourrait recommander à ces enfants de faire le test pour savoir s'ils doivent faire plus de tennis ou de ping-pong. Il y a aussi le degré d'équilibre de chacun de ces enfants qu'on doit prendre en compte, c'est-à-dire se dire est-ce qu'il va accepter de faire ce test, qu'est-ce qu'il va en tirer, est-ce qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres par rapport à ces sujets-là, est-ce que finalement il y a aussi un environnement, ils sont peut-être un conjoint, ils ont peut-être des frères et sœurs. Donc tout ça, c'est des cas qui sont finalement des choses très très personnelles et qui concernent chacun. Alors j'ai un cas d'une famille. À la fois, c'est vraiment un cas terrible. Le père était décédé de la maladie de Charcot, la mère était décédée de la maladie d'Huntington, et ils avaient la possibilité de faire ces tests. Et 3 des enfants sur 4 avaient choisi de faire ces tests, et 3 se sont révélés positifs. Et le 4e qui a choisi de ne pas le faire avait décidé en même temps d'adopter des enfants et de ne pas avoir des enfants. Voilà. Et donc, lui, il vient d'être diagnostiqué d'une maladie de Parkinson, et c'est la première personne qui m'a dit « Je suis content d'être diagnostiqué de la maladie de Parkinson ». Voilà. Donc, les ressources de l'association par rapport à ces sujets-là qu'on ne peut pas trancher, c'est qu'on fait une veille sur la recherche. C'est très important dans le travail des associations
effectivement, on consulte les sociétés savantes, on fait une veille sur la recherche pour savoir si, par exemple, les promesses de biomarqueurs sont vraiment des promesses réelles. Ça, c'est le premier rôle de l'association. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'on a des lignes d'écoute pour conseiller les gens, on a des échanges avec des pairs, et on a de l'éducation thérapeutique du patient, puisqu'on considère que l'éducation thérapeutique du patient, c'est effectivement une façon de l'aider à prendre les bonnes décisions. Donc vous aurez compris que sur le... Moi, en fait, cette question, je me la suis posée il y a 15 jours, parce qu'on se posait la question de savoir effectivement si on finançait une étude sur la recherche de biomarqueurs plasmatiques. Et je me suis dit, vraiment, donc le cas était fait très personnel, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec mes enfants si j'ai ce... Voilà. Et je n'ai pas encore tranché le sujet en domaine éthique. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui date d'il y a 2 jours. Je prends un petit déjeuner avec quelqu'un qui a atteint la maladie de Parkinson, il a 53 ans, il a une femme et 3 enfants, je crois, et il m'a dit qu'il avait gardé son diagnostic pour lui pendant 2 ans et demi. Alors, parce qu'en fait, je lui ai dit, c'est une maladie qu'on peut cacher un certain temps, notamment si les symptômes de tremblement sont assez faibles, c'est une maladie qu'on cache. Et je me suis posé la question de savoir, je demande à mon neurologue de me dire ce que je dois faire. Je suis le neurologue, je lui conseille quoi? De dire, de ne pas dire, ou de lui dire que c'est son problème? On vote? Allez, on vote. Oui. De ne pas dire que c'est son problème. Et en fait, voilà, donc il ne l'a pas dit pendant 2 ans et demi, il l'a annoncé à sa femme. Je lui ai demandé si ça s'était bien passé, il m'a dit oui, voilà. Donc je pense qu'en fait, évidemment, la réponse est là individuelle. La seule chose que peut faire l'association dans ce type de cas, c'est de poser des questions. En fait, à mon avis, c'est des questions qui peuvent se poser différemment selon l'équilibre psychique personnel qu'on a, l'équilibre psychique de l'environnement familial, l'âge du patient et la réaction éventuellement de sa famille par rapport à ça, et la capacité à tenir son engagement, parce que lui-même s'est dit je vais le cacher le plus longtemps possible, mais est-ce qu'il va être capable de le cacher? Il m'a dit quand même qu'au départ c'était extrêmement difficile. Donc moi j'avais fait le choix contraire, j'avais attendu 15 jours pour le dire à ma femme, mais je lui avais dit, et donc en fait personnellement je trouve que je n'avais pas l'encouragé à le faire puisqu'il ne l'a pas fait, et je me dis qu'en fait il y a quand même au niveau personnel, je pense que les gens qui cachent trop, ils se retrouvent dans des situations parfois complexes en termes une sorte de dédoublement de la personnalité. Notamment, j'ai souvent ce cas au travail où les gens cachent très longtemps leur maladie de Parkinson et au bout de 5 à 10 ans, en fait, ils le disent. Et effectivement, moi, ce que je vois, c'est que c'est souvent un soulagement pour les personnes qui le disent. Voilà, donc il n'y a pas de règle, évidemment, mais je pense que c'est des questions à se poser. Alors, donc oui, ça c'est ce qu'on fait pour les... Le troisième, c'est la privation de liberté. Voilà, il est un peu plus long, mais vous allez le connaître. Je suis le conjoint d'une personne touchée par la maladie de Parkinson. Un décret relatif à l'incompatibilité de conduire un véhicule automobile. Bon, je vous laisse le lire. Je ne conduis pas, mais mon conjoint le fait et aime cela. Le neurologue, lors de la dernière visite, lui a recommandé de faire la démarche car il trouve ses symptômes plus marqués. Mon conjoint ne veut sous aucun prétexte arrêter de conduire. Il ne veut plus que je lui en parle. La neurologue a consigné sa recommandation dans le dossier médical, mais il est tenu au secret médical. J'ai la possibilité d'écrire à la préfecture pour qu'il soit convoqué. J'écris, je n'écris pas, je ne sais pas. J'écris, je n'écris pas, je ne sais pas. À chaque fois, c'est très partagé. Bon, pour les jeunes ne sais pas, pardonnez-moi, c'est un bon teasing pour l'atelier sécurité et liberté de demain. Où on parlera justement du permis de conduire. Voilà. Pardonnez-moi. Alors, effectivement, il y a 2 éléments à prendre en compte dans ces cas-là. Il y a le cadre réglementaire, puisque quand le cadre réglementaire évolue, effectivement, il faut en tenir compte. Et puis, il y a quand même la mise en danger de la vie d'autrui, qui est un élément important. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait des plaidoyers, on informe le grand public, on informe les médecins traitants, on dialogue avec les sociétés savantes, on mobilise un collectif d'associations parce qu'en fait, cette décision concernait aussi la sclérose en plaques et la maladie d'Alzheimer. Et donc, on mandate des juristes. Mais on a toujours cette question-là. Moi, j'ai toujours la question en tant que président de l'association. Si je recommande aux gens de conduire alors qu'ils ne sont pas en capacité de le faire et qu'il y a un accident, évidemment, je porte une responsabilité très lourde. Donc, c'est des questions éthiques qui sont très difficiles à trancher.
et sur lesquels, effectivement, on peut faire évoluer le cadre réglementaire. Mais comme vous l'avez dit, là, j'ai entendu dans la salle, il y a des problèmes d'assurance. Mais il n'y a pas que des problèmes d'assurance, il y a aussi des problèmes, une fois que la personne a été tuée par... Vous êtes dans des... Mais il y a effectivement aussi des problèmes d'assurance, et voilà. Donc ça, c'était un troisième sujet éthique. Le quatrième, c'est le droit à mourir dans la dignité. Voilà. À l'occasion du débat sur le droit à mourir dans la dignité, le président d'une association reçoit un courrier lui intimant la nécessité de plaidoyer pour que les malades de Parkinson puissent bénéficier de ce droit. Que fait-il ? Il s'empare du sujet en interrogeant les personnes compétentes sur le sujet. Il est personnellement contre ce texte et glisse le courrier sous la pile. Il est très bien informé, il sait que l'Assemblée va être dissoute. Il relie le mythe de Sisyphe. Bon, alors, je ne fais pas voter. Bon, l'élément à prendre en compte, le cadre réglementaire. Et nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a pris la position des malades sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a utilisé le site Internet pour faire une étude et pour poser la question de savoir si les gens étaient pour ou contre, effectivement, ces textes sur la fin de vie. Voilà. Donc, on a l'appel à l'expertise, on a lancé l'enquête, on a des prises de position, on plaidoie et on a fait l'information du grand public. Et là, surtout, effectivement, on a interrogé Alain Cordier pour effectivement connaître sa position pour sortir un texte. Conclusion, voilà, c'est le rôle d'une association de malades est aussi facile à énoncer que complexe à assumer. C'est de donner à chacun le maximum d'éléments qui lui permettent de choisir en conscience. Voilà, et c'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Louis. Et alors, je vous ai quand même mis, je termine sur la phrase de Camus, qui est la première ligne de son livre. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie ou non vaut la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Voilà. Un grand merci beaucoup, cher Jean-Louis. Merci à la fois du retour, de l'aller-retour express et d'être parmi nous, de votre confiance. Merci de nous avoir mis en condition pour les ateliers demain. Je crois que là, on commence à être rodé. Et merci aussi au comité local 13 qui doit être présent ici aujourd'hui pour tout son soutien quand on a organisé ces universités d'été. Je vous laisse voir après avec l'organisation pour votre navette. Geneviève Demour, on va continuer avec toi. Tu es vice-présidente déléguée et membre du conseil éthique de l'Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées. La parole est à toi et tu en as pour 15 minutes. Tu m'arrêtes. Bonjour, merci beaucoup à Fabrice, à son équipe, à Virginie, à tout le monde. Je suis toujours très heureuse de participer à ces universités d'été de l'espace éthique. Ça fait la 13e, donc j'étais là au début, et donc c'est très... et alors, je voulais... Je suis donc Geneviève Demour, j'ai été médecin pendant 35 ans, gériatre, psychogériatre, passionnée et engagée auprès des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Je suis héritière de maladies familiales, puisque ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ont eu ce type de maladie. Donc je me suis dit que finalement j'avais peut-être une forme familiale de maladie, pourquoi pas. Mais je n'ai rien fait de plus, je verrai. Je n'ai pas anticipé quoi que ce soit, sauf la réflexion éthique. Et puis, je suis depuis le mois de juin dernier vice-présidente déléguée de l'Union des associations France Alzheimer, l'Union nationale France Alzheimer, et je salue l'association du Vaucluse qui est là, et puis je pense qu'il y aura celle de Nice et puis de Marseille demain. L'association France Alzheimer a 40 ans d'existence l'année prochaine. Elle a été créée par des familles au départ qui avaient envie de se rencontrer, de se retrouver, d'échanger leur épuisement, leur isolement, et de pouvoir parler de ce qu'était le fardeau de ces personnes malades. Petit à petit, les choses ont évolué.
Et actuellement, l'association, l'Union nationale des associations France Alzheimer, qui est présente dans 101 départements de France et d'outre-mer, a 4 missions. La première, c'est de prendre soin et d'accompagner les personnes qui vivent avec la maladie, avec l'accompagnement et la collaboration avec des professionnels, que ce soit par des traitements non médicamenteux comme la musicothérapie, l'art-thérapie, le sport adapté, la médiation animale, etc. Le deuxième objectif, c'est de prendre soin et d'accompagner les familles avec d'une part des entretiens individuels qui sont proposés par les associations, d'autre part ce qu'on appelle la formation des aidants, c'est-à-dire comment se comporter avec un malade, comment comprendre la maladie, comment vivre avec et faire avec, les groupes de parole également. La troisième mission de France Alzheimer est la recherche. Et Monsieur Sekaldi, qui a été notre président du conseil scientifique, en est le représentant. Donc nous travaillons sur la recherche, nous proposons des bourses de recherche pour des jeunes chercheurs. Et le dernier objectif, c'est de s'engager en tant que citoyen au titre de la société inclusive. C'est à ce titre-là, puisqu'il s'agit de citoyens à part entière, qu'ils soient malades ou accompagnants, que M. Jaouen, notre président, m'a demandé de mettre en place ou de remettre en place le conseil éthique qui avait qui avait existé, mais de manière un petit peu difficile pour le moins. Ce conseil éthique a vu le jour en 2022, à la suite du Covid. Il est présidé par le professeur Gilles. Et sa première mission a été de mettre en place des cellules d'écoute et de dialogue éthique au cours de l'épidémie du Covid, où, comme vous le savez, il y avait des conflits de loyauté et des conflits entre les directeurs d'EHPAD et les familles, les directeurs disant « j'ai bien le droit de vous empêcher de voir votre mère parce que j'ai les directives de l'ARS », et les familles disant « j'ai bien le droit de venir voir ma mère puisque c'est ma mère ». Et voilà. Et donc, ces cellules d'écoute et de dialogue éthique ont été à l'origine de ce chemin de rencontre. Puisque l'éthique, c'est évidemment pas, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, ce n'est évidemment pas de poser des décisions et de prendre parti, mais de réfléchir ensemble et de prendre avec les personnes qui vivent avec la maladie ces petits chemins de traverse loin des autoroutes sécuritaires de la vie, dans lesquelles on veut sans arrêt les remettre dans le droit chemin. Je ne peux m'empêcher ici de penser à Catherine Olivet, que j'avais rencontrée lors de la première université d'éthique et qui était une éminente grande dame de France Alzheimer. Et je suis très touchée ici d'avoir cette association de France Alzheimer Nationale et des universités d'été. Je crois que là où elle doit me faire des clins d'œil en me disant « je t'avais dit il y a 13 ans, tu n'y arriveras pas ». Finalement, tous ensemble, on y arrive. Et je pense qu'elle me soutient et elle m'aide. Pour terminer, parce que je ne veux pas être trop longue, je pense que cette proximité avec la réflexion éthique repose sur un certain nombre de choses et il nous faut œuvrer, il nous faut cheminer beaucoup au sein de nos associations sur le fait que la démarche éthique n'est pas une affaire de professionnels. Et nous avons un long chemin, vous allez m'aider, pour que les associations, les familles, imaginent qu'elles doivent prendre leur part complètement dans cette réflexion. La deuxième chose, c'est ce cheminement éthique vient fracasser ce que j'appelle la présomption d'incompétence dont bénéficient les malades d'Alzheimer,
que ce soit dans l'absence de parole qu'il aurait dédiée au moment du diagnostic, que ce soit dans un certain nombre d'injonctions sur le virage domiciliaire, sur des préoccupations et des solutions toutes faites pour ces pauvres malades qui n'ont pas droit à la parole. Et là, je pense que cette présomption d'incompétence doit être au cœur de nos réflexions, y compris chez France Alzheimer, où nous développons des tas de choses pour les malades, pour les aidants, et où on a quelquefois un petit peu de mal à entendre la parole de ces personnes malades qui ont tellement de choses à nous dire, que ce soit sur les bracelets de géolocalisation, sur les caméras dans les chambres d'EHPAD, sur la conduite automobile, bien évidemment, sur la fin de la vie, encore mieux, et sur leur engagement dans la cité, sur leur citoyenneté à part entière. Et ça, c'est le 4e volet de mission de France Alzheimer, et je crois qu'on est au cœur des dilemmes et de l'engagement éthique. Alors, cette éthique, elle est bien évidemment l'éthique... J'ai terminé. Bien évidemment, l'éthique de proximité, une éthique incarnée, c'est ce que nous expliquons, nous tentons d'expliquer à nos associations, que l'éthique n'est pas une affaire de professeurs et de médecins, c'est une affaire de citoyens, c'est une éthique de considération, bien évidemment, une éthique de responsabilité, et nous avons, en tant que citoyens, cette responsabilité. Et je termine par une notion que j'aime beaucoup et que nous avons mis en œuvre au moment du Covid, une éthique de la transgression. Car que peut être un ordre venu d'en haut s'il engage plus de souffrance pour celui qui le subit et son proche aidant. Et nous avons la chance, dans les associations, d'avoir cette liberté, 1, de parole, et 2, de transgression. Donc je suis une militante de très longue date, et à travers cette réflexion éthique qui fait que nous n'avons pas la vérité, nous n'avons pas raison, mais nous allons penser, réfléchir ensemble ce qui est le moins mal pour les personnes qui vivent avec la maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup Geneviève. Je pense que plusieurs personnes réagiront à ton propos sur l'éthique de transgression et je laisserai la salle te poser les questions. Je voudrais juste remercier là aussi l'Union France Alzheimer d'être partenaire de l'événement. Je remercie bien évidemment Anne-Marie Catanzaro qui doit être dans la salle, la présidente de France Alzheimer 13 qui nous a beaucoup aidés. Toutes les associations Alzheimer départementales qui sont également présentes. Je vois nos amis du Vaucluse. Alors de Nice, je me salue personnellement, mais il y a l'équipe qui est là également. Et non, vraiment merci parce que cette année, l'université d'été a lieu au moment de la journée mondiale. Donc je sais que les calendriers des différentes associations départementales est particulièrement chargés. Donc un grand merci Geneviève d'avoir pu te joindre à nous. Dernier intervenant, alors là, vous allez voir qu'il y a un dilemme entre le nom qui est affiché et la personne qui s'approche. Mais je vais laisser Philippe de Linares vous l'expliquer plus précisément que moi. Philippe, la parole est à toi. Merci Federico. Bon, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas Mathilde, comme indiqué sur les programmes. Je suis Philippe de Linares, vice-président de l'A2MCL. Et en fait, Mathilde, je voudrais lui rendre hommage parce qu'elle devait être présente aujourd'hui, mais elle a décidé de renoncer à ses engagements de présidente auprès de notre association, car elle se trouvait confrontée à un dilemme. Le dilemme que rencontrent beaucoup d'aidants lorsqu'ils sont en activité, qu'ils accompagnent un proche et que la maladie avance. Quel choix je dois faire entre mes activités et l'accompagnement de mon proche malade. Et donc, à quoi faut-il renoncer? C'est la question qu'on se pose. Et Mathilde a donc choisi de rester au plus près de ses parents. La maladie de son père, qui est atteint de la maladie à Corde-Lévy, avance. Et elle est maintenant en première ligne
pour l'accompagner. Elle a donc choisi de se faire remplacer. Je veux remercier bien sûr l'Espace national de réflexion éthique et toute cette équipe formidable qui nous accueille maintenant fidèlement et nous sommes toujours ravis de participer à ces travaux. J'en profite pour remercier aussi France Alzheimer et France Parkinson parce que ces deux grandes associations sont à l'origine de la création de la nôtre, en quelque sorte. Nous sommes l'enfant des amours de France Alzheimer et France Parkinson. La création de la DMCL a été annoncée en janvier 2019, au moment du premier colloque sur la maladie à corps de Lévy, qui a été organisé conjointement par France Alzheimer et France Parkinson. Ça, c'était le 8 janvier 2019. Et en fait, je voudrais surtout les remercier pour le soutien qu'ils ont apporté au petit groupe d'aidants que nous étions à l'époque et qui a préfiguré ce qu'est l'association. Nous étions un petit groupe d'aidants un peu perdus. On a été soutenus par ces deux associations et maintenant l'association grandit à toute vitesse. Alors, que fait la DMCL? Comme toutes ces grandes associations, les objets sont quand même très proches de ceux de France Alzheimer et France Parkinson, en particulier le soutien près des familles, évidemment favoriser la recherche et bien sûr faire connaître la maladie auprès du grand public, auprès des instances et auprès de tout le monde. Alors je vais insister peut-être un petit peu sur ce dernier point parce que il me semble essentiel dans le cadre de cette réflexion éthique. La maladie à corps de Lévy souffre d'un très grand déficit de connaissances. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on nous pose, que était dans l'éditorial de Fabrice Gzil, là dans le programme, c'était que devons-nous faire, nous? Notre engagement, c'est quoi pour accompagner au mieux les malades et les aidants dans leur réflexion éthique, dans leur avancée éthique? La première chose à faire, c'est leur apporter la connaissance et la connaissance de la maladie. Nous, on en a la conviction. Pour l'association, elle est sollicitée tous les jours, téléphone, Internet et en permanence, pour avoir des informations sur cette maladie, pour connaître la maladie, pour comprendre la maladie, sollicitée par des malades, par des aidants, mais aussi par des soignants. Et cette demande d'information, c'est vraiment ce qui est encore très important. Et il est évident que si on connaît mal la maladie, qu'on soit soignant, aidant ou malade, si on connaît mal la maladie, on ne voit pas comment on peut prendre une bonne décision sur sa maladie. Comment faire? Si on confond sa maladie avec une autre, il y a quelque chose qui me semble être un préalable à toute réflexion sur un choix à faire. Comment un soignant peut répondre au dilemme du soin apporté à un malade qui a des troubles neuropsychiatriques importants, si, pour un malade à corps de Lévy, si ce soignant ne connaît pas les effets délétères de certains psychotropes. Comment un aidant, que doit faire un aidant quand les fluctuations cognitives de son proche sont telles qu'il imagine que son proche malade simule la maladie? On l'a vu, ça. Parce qu'en fait, il ne connaît pas, il ne sait pas que l'amplitude des fluctuations peut être considérable. Et comment un malade réagit? Que doit faire un malade quand il a des hallucinations pour la première fois, qu'il ne les comprend pas, qu'il n'ose pas en parler à son proche, et que dans
dans la pratique, il ne le fait pas parce qu'il a peur qu'on le prenne pour un fou. Donc, et puis, même pour aller plus loin encore, comment faire un bon choix quand le diagnostic n'est même pas posé? Et ça concerne 2/3 des malades à corps de Lévy qui n'ont pas de diagnostic ou pas de bon diagnostic. Donc, comment ces malades, leur environnement et leurs proches peuvent-ils faire des bons choix, répondre à un dilemme, résoudre un dilemme convenablement? Dans toutes les bonnes écoles de guerre du monde entier, la première chose qu'on apprend aux futurs généraux, que pour faire des bons choix tactiques et stratégiques avant la bataille, il faut commencer par se renseigner, connaître son adversaire. Donc, nous, l'Association des aidants et malades à corps de Lévy, au-delà de ce que nous faisons pour le soutien des familles, pour la formation, pour la recherche, puisqu'on essaye aussi de favoriser la recherche. Nous faisons un gros travail d'information et de formation. Alors nous sommes nés avec pratiquement, un peu avant le Covid, donc nous faisons énormément d'information et de formation par des moyens électroniques, visioconférences, vidéoconférences, et ça fonctionne très bien. Alors, je voudrais, pour terminer, parler d'un petit projet qui nous tient à cœur et qui me semble, on doit pouvoir l'annoncer aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qui me semble important sur le plan éthique. C'est un projet que nous avons de constituer une cellule avec psychologues, bénévoles formés, spécialistes de l'accompagnement socio-financier et autres, de constituer une cellule d'accompagnement des malades et des aidants juste après le diagnostic et dans les semaines qui suivent. Cette période de diagnostic, elle est post-diagnostic, elle est absolument elle est traumatisante, tout le monde le sait. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Quelques séances de psychologie, quelquefois. On considère qu'il y a vraiment une prise en charge dès le début du diagnostic, de façon à accompagner aidants et malades, de façon à ce qu'eux-mêmes fassent les bons choix. Après le diagnostic, les questions qu'on se pose, c'est, pour un malade, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est pour un aidant, comment je vais accompagner mon proche? Est-ce que je dois le mettre dans un établissement? Est-ce que je dois l'accompagner moi-même? Est-ce que je dois mettre en place des auxiliaires de vie? Tous ces choix-là, il faut qu'on aide les malades et les proches à les faire. Pour les philosophes qui sont dans la salle, là, il y en a beaucoup, je sais qu'il y a 2 moments importants dans la vie, on dit, c'est la naissance et la mort. Et je pense qu'il y a aussi l'annonce diagnostique. Voilà, je termine dans une dernière petite phrase pour dire que notre colloque annuel se tiendra le 8 novembre à Lyon sur les troubles psychomoteurs dans la maladie à corps de Lévy. Colloque avec des aidants, des malades, des soignants. Et Lyon, c'est très facile pour les Marseillais, c'est juste un peu au nord de Marseille. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe de Linares, de ces propos pour l'association Un corps de Lévy. Alors, juste des éléments informatiques avant de passer avec un petit échange avec la salle. D'une part, c'est que vous pouvez retrouver toutes les associations dans les stands, à l'espace stand, à partir de demain matin, avec toute la documentation nécessaire pour vous informer et mieux expliquer ce qu'elles font au quotidien. Donc, rendez-vous à l'espace stand de demain. Deuxième chose, on a effectivement les 3 principales pathologies qui sont représentées ici. L'association France DFT qui voulait absolument se joindre à cette rencontre, grâce à toi, Philippe, l'agenda n'était pas possible. Le réseau expert CEP de Marie-Delaine, vous verrez Marie-Delaine qui doit être quelque part dans la salle, interviendra demain matin et elle nous a beaucoup déjà aidé et contribué lors du forum citoyen avant l'ouverture de cette université d'été.
l'ARSLA également, nous l'avions sollicité et les agendas ne pouvaient pas correspondre. Donc voilà, on est très heureux d'avoir cette table ronde sur l'engagement des associations. Et la parole est à vous si vous avez une ou deux questions à leur adresser avant le cocktail pour faire de plus amples connaissances. Michel ? À la Fondation Médéric Alzheimer, on avait mené une enquête essentiellement, il faut bien le dire, dans les pays anglo-saxons, qui se posait la question de savoir comment inclure les personnes malades au sein des conseils d'administration, y compris des présidences. Et une chose dont je me souviens qui m'avait beaucoup frappée, c'est qu'une association avait été choquée qu'on propose que ça soit une personne malade qui puisse en devenir un administrateur, voire un président. Et ils avaient dit, oui, mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui a des troubles cognitifs, il ne peut pas gérer les sous de l'association. Et alors, les personnes qui avaient, genre Catherine Olivet, très tonique, avaient répondu, moi, je ne sais pas gérer les sous, je n'ai aucun sens de la comptabilité, j'irai jamais être comptable de l'association France Alzheimer. Donc pourquoi, si j'ai la maladie d'Alzheimer, on me demande d'avoir une compétence qu'on ne me demande pas dans la vraie vie. Donc comment, mais en même temps, on avait fait des études, enfin beaucoup d'enquêtes sur le sujet. Un des gros problèmes, à contrario, c'est des personnes malades entrent dans des conseils d'administration. Qu'est-ce qui se passe si un jour, elles ne sont plus en mesure d'assurer les responsabilités, y compris juridiques, qui impliquent le fait d'être dans des instances d'une structure? Et comment on fait? Est-ce que vous avez tous les trois réfléchi à ces questions et quel est votre point de vue éthique sur le sujet? Je te rassure, Michel, France Alzheimer n'est pas protecteur de la maladie. Et donc, il y a un certain nombre d'administrateurs, d'anciens administrateurs et d'anciens présidents qui, malheureusement, ont eu cette maladie. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est de se dire comment réfléchir, mais on n'en est pas là, hein. Comment réfléchir à inclure des malades dans les commissions de formation, des nombreuses commissions de France Alzheimer? Comment réfléchir à ce qu'ils soient présents dans les conseils d'administration? Et comment utiliser leurs paroles? Tu sais, il y a chez France Alzheimer, on a un groupe de type ETP qui s'appelle Vivre avec la maladie, qui fonctionne sur 6 demi-journées et qui permet aux personnes en début de maladie de s'approprier leur pathologie et de fonctionner ensuite sur le mode d'un GEM, d'un groupe d'entraide mutuelle. Cette réflexion-là éthique, à mon avis, c'est vraiment cette éthique de la considération. C'est comment, en début de maladie, je peux évoquer cette question avec les personnes, puisque tout le monde sait que viendra le moment où la maladie fera que la présence au sein d'un conseil d'administration et à un poste de responsabilité ne sera plus possible ni souhaitable. Et comment est-ce que je mets en place ça s'appelle la fraternité. Comment est-ce que je suis en capacité, au sein d'une association, de dire je crois que là, c'est un petit peu compliqué pour toi. On en avait parlé au début. Enfin, voilà. Mais ça, c'est des chemins d'humanité, enfin, des chemins de rencontre qui sont des chemins un peu individuels, propres à chaque association. Et j'imagine bien, pour en avoir parlé à l'époque avec Catherine Olivet, on est vraiment là-dedans, dans cette présomption d'incompétence. Ces malades n'ont pas ils n'ont rien à dire et c'est trop compliqué pour eux, ce qui fait que on est quelquefois dans des injonctions et dans des démarches un petit peu, vous parliez de médecine paternaliste, on est un petit peu là-dedans aussi, on leur propose, on fait des choses pour eux et pour voilà. Mais comment est-ce qu'ils s'emparent, ces personnes qui vivent avec la maladie, de ce qui leur arrive? Je crois que c'est des réflexions qui vont être intéressantes.
Vous vouliez réagir, Jean-Louis, ou à la... Oui, je vais réagir. En fait, nous, notamment chez France Parkinson, on a beaucoup de malades parmi les bénévoles, donc ils sont responsables de comités. Donc on a une organisation assez simple, en fait, qui sépare les fonctions entre le trésorier, le délégué adjoint. On a des processus finalement qui sont classiques de gouvernance d'entreprise et qui permettent de séparer les rôles. Donc moi, par exemple, j'ai pas la main sur le financier. Enfin, on a un directeur financier, un directeur général. Finalement, ça peut arriver dans des entreprises très bien que les gens perdent la tête sans être malades. Bravo. Bravo. Je crois qu'il y avait une question par là. Ah ben voilà, madame. Moi, c'était plutôt un témoignage parce que j'ai été très touchée par ce qu'a dit monsieur de Linares, que j'ai une amie dont le mari a eu la maladie, il en est mort aujourd'hui dû à corps de Lévy, et il a eu une errance médicale absolument terrible, renvoyé de neurologue au généraliste, et le généraliste a fini par dire à mon amie, enfin donc à l'épouse, que c'est à cause d'elle qu'il est angoissé, etc. Enfin, ça a été quand même très grave. Et donc, elle a vu un premier neurologue qui lui a dit qu'il n'avait pas, parce qu'ils ont pensé à un Parkinson au début, mais je ne sais pas quoi, il faut il faut un certain nombre de critères, il lui en manquait un. Donc après, elle a réattendu 1 an pour revoir un autre neurologue qui a fini par diagnostiquer. Enfin, la maladie était très avancée. Mais ce que j'ai trouvé important dans ce que vous dites, c'est que même le généraliste l'a accusée de créer de l'angoisse chez son mari. Ça a été terrible pour elle. Voilà. Donc j'ai été très touchée par ce que vous dites et je pense qu'en effet, même chez les généralistes, il y a une formation qui est extrêmement... qui n'est pas suffisante. Voilà. Merci pour votre témoignage. Ce que vous dites est malheureusement encore très, très fréquent. Et l'errance diagnostique, moi je l'ai connue avec mon épouse, n'a pas été diagnostiquée pendant très longtemps. Et le généraliste ignorait tout, mais vraiment tout de la maladie à corps de Lévy. Donc, si vous voulez, il y a ce que je disais, un déficit de connaissances un peu partout sur la maladie à corps de Lévy qui est encore très, très fort. Et alors, ceci s'explique, parce que d'abord, la maladie a été identifiée il y a assez longtemps. Elle a longtemps été... prise en compte soit comme une maladie d'Alzheimer, soit comme une maladie de Parkinson, alors qu'il y a des malades à corps de Lévy qui n'ont jamais de trouble parkinsonien. Il y en a à peu près 20 ou 30%. Donc, c'est très troublant pour les soignants, tellement les tableaux cliniques sont différents, en particulier en début de... Là, je parle sur le contrôle de gens bien compétents. Mais ces tableaux cliniques très différents sont très troublants pour faire les diagnostics. Oui, je vais vous passer le... Mais donc, on a besoin vraiment, et les malades eux-mêmes ignorent tout de leur maladie. On se rend compte dans l'association, on a des groupes nous aussi, des groupes de parole de malades qui échangent entre eux avec une psychologue qui régulièrement parle de leur maladie et avance dans la maladie. On s'aperçoit que ces malades, quand ils ont eu une éducation thérapeutique, quand ils sont formés sur la maladie, ils avancent beaucoup mieux dans la maladie. Ils ont beaucoup moins d'angoisse. Vous évoquiez les angoisses. Ils ont beaucoup moins d'angoisse et donc c'est beaucoup plus facile à vivre. Une seconde, madame, parce que je crois que... Je veux dire, le problème, c'est la formation. Il faut savoir, en tout cas, moi, sur la maladie de Parkinson, on a 1 heure de cours en 4e année. Oui. Et moi, dans mon domaine, les syndromes parkinsoniens atypiques ne font plus partie des objectifs de la formation des médecins. Oui, nous venons de mettre en place une plateforme de e-formation qui est ouverte à tout le monde, médecins, soignants, aidants et malades. Et tout ça s'est fait sous le contrôle de la professeure Claire Paquet, qui est présidente de notre comité pédagogique.
Je crois qu'il y avait une question au milieu. Madame, allez-y. Voilà, moi c'est Madame Christelle Pillard, je suis psychomotricienne et je travaillais dans une équipe de soins Alzheimer à domicile. C'était juste pour rebondir sur le témoignage de Madame et rebondir sur ce que dit Monsieur Philippe de Linares, parce que cette notion de éducation thérapeutique du patient et des familles, des aidants, sur le terrain, puisque je suis sur le terrain, je suis soignante, on le ressent très fortement. Et dans mon équipe de soins Alzheimer, on a utilisé vos documents de votre association pour tout simplement renseigner les familles sur la maladie de Cordet-Lévy, qui est, comme beaucoup de maladies neurodégénératives d'ailleurs, est peu connue. Et effectivement, on ne peut pas avoir, en tant que thérapeute, d'alliance thérapeutique avec un aidant et avec une famille d'aidants épuisés ou distants ou absents, sans connaissance de la maladie. C'est absolument pas possible. Donc je vous remercie parce que ça nous encourage sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question, remarque, observation, ici. Oui, c'est plutôt un partage d'expérience. Alors, je suis Lisa Junglas, je suis la responsable du service Alzheimer Écoute à France Alzheimer Vaucluse et son accueil de jour Maison Jean Touraille. Alors, nous avons la chance sur Avignon d'avoir créé des bons contacts avec l'hôpital, avec les médecins généralistes. Et nous avons aussi un bon contact avec le service du professeur Secaldi à la Timone, qui nous permet que les médecins nous orientent les personnes assez rapidement. Pour ce que je rappelle, ce que vous avez dit, Monsieur de Linares, c'est surtout d'avoir des informations, de plus que les personnes ont des informations, que les associations déjà existent. Et comme je suis conseillère conjugale et familiale, et je retiens vraiment que c'est un métier qui permet de recevoir pas seulement le patient, mais aussi le patient avec son partenaire, le patient avec son groupe familial, comme il le souhaite. Alors, parce qu'il ne vit pas seul la maladie. Il est soit entouré des amis. Les amis ont besoin d'avoir aussi des informations. Alors, il peut décider de venir seul, il peut décider de venir avec plusieurs, mais c'est pendant son parcours de vie avec la maladie, il peut faire appel à l'association, il peut décider lui-même, bien sûr, de s'inscrire dans un programme éducation thérapeutique où je suis aussi la coordinatrice, on est validé par l'ARS. Et c'est là, il y a des informations par les différents métiers des personnes qui viennent intervenir pour donner des informations. Et on jongle en permanence et le choix et le dilemme, c'est là. Est-ce que la personne vient seule? Est-ce qu'elle vient avec son partenaire à l'éducation thérapeutique? Est-ce qu'on fait des éducations thérapeutiques en collectif? Alors, on a plein de questions toujours à se poser. On n'est jamais des réponses définitives. Très bien, merci beaucoup. Merci à nos intervenants pour cette session associative.